Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne Barallon et je vais vous accompagner lors du déroulé de cette webconférence. Aujourd'hui, dernière webactu consacrée à la loi de transformation de la fonction publique. Nos experts aborderont les dernières nouveautés et évolutions sous la forme d'un inventaire à la Prévert. La réunion durera 30 minutes et débutera dans quelques instants. Sachez que pour éviter les perturbations sonores, nous avons désactivé les micros. Pour poser vos questions, il suffira que vous utilisiez le module Q&R en haut à droite de votre menu participant. Nous y répondrons en fin d'intervention. À l'issue, vous pourrez télécharger le support de la conférence. Sachez par ailleurs qu'un récapitulatif de toutes les questions posées sera disponible sur votre espace client. Maintenant, et sans plus attendre, accueillons nos experts, Sophie Levé et Sarah Giban. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour le troisième et dernier volet de notre série de webconférences dédiée à la loi de transformation de la fonction publique et plus précisément à son impact dans la fonction publique territoriale. Alors si vous nous avez suivis lors des deux précédents volets, vous savez que nous avons abordé au mois de septembre les nouveautés et les évolutions concernant les agents contractuels. Au mois d'octobre, nous avons vu les évolutions concernant les instances de dialogue social et la carrière des fonctionnaires. Aujourd'hui, nous aborderons sous la forme d'un inventaire à la Prévert les dernières dispositions importantes issues de la loi du 6 août 2019 qui impactent les agents territoriaux. Sophie, voyons ensemble quels sont les points que nous allons aborder aujourd'hui. C'est vrai que, comme tu nous précisais, Sarah, c'est un petit peu un inventaire à la Prévert, cette dernière webconférence. Pas de vrai fil conducteur, mais une succession de thématiques importantes. Nous commencerons d'ailleurs par les modifications relatives à l'encadrement de l'exercice du droit de grève. Nous verrons ensuite, sous la forme d'un triptyque, tout ce qui touche aux fins de fonction. Puis nous aborderons les évolutions en matière disciplinaire, en temps de travail, la formation des agents, le cumul et la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et enfin, nous terminerons par les modifications relatives aux travailleurs handicapés et aux ordonnances. Mais sans plus attendre, voyons les modifications sur le droit de grève. Alors, effectivement, la loi du 6 août est venue encadrer le droit de grève dans la fonction publique territoriale, puisque, nouveauté, elle institue un article 7-2 dans la loi du 26 janvier 1984 qui permet d'organiser un service minimum pour certains services publics locaux en cas de grève. La loi liste de manière exhaustive les services publics qui peuvent être concernés par la mise en place de ce service minimum. Alors, il s'agit, vous le voyez à l'écran, des services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, des services d'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées, les services d'accueil des enfants de moins de 3 ans et d'accueil périscolaire, et enfin le service public de restauration collective ou de restauration scolaire. Alors attention, la loi pose une condition supplémentaire pour pouvoir mettre en œuvre ce service minimum. Le service ne va pouvoir concerner que les seuls services publics, alors parmi ceux qu'on vient de lister, dont l'interruption en cas de grève des agents participant directement à leur exécution, contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment en matière de salubrité publique, ou bien contreviendrait aux besoins essentiels des usagers. Une fois ces services publics identifiés, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre en pratique ce service minimum ? Eh bien, le nouvel article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité pour l'autorité territoriale d'ouvrir des négociations avec les organisations syndicales qui disposent au moins un siège au sein du comité social territorial. Elle dispose d'un délai de 12 mois pour négocier et arriver à la conclusion d'un accord. Cet accord, il doit déterminer quelles sont les fonctions concernées, le nombre d'agents considérés, comme vous l'a dit Sarah, comme étant indispensables, mais également les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible du service, l'organisation du travail sera modifiée et les agents seront réaffectés au sein de ce service. Une fois cet accord conclu, il est nécessaire que l'organe délibérant délibère et l'approuve justement par délibération. Alors, il peut arriver que l'autorité territoriale et les organisations syndicales n'arrivent pas justement à se mettre d'accord dans le délai de 12 mois qui suit l'ouverture des négociations. Dans cette hypothèse, c'est
le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale qui va finalement décider de façon unilatérale eh bien, le contenu de l'accord avec les éléments que Sophie vient de vous indiquer. Une fois, du coup, cet accord conclu, on a un encadrement du droit de grève qui va impliquer un certain nombre d'obligations pour les agents qui souhaitent participer à ce mouvement social. Attention, ces obligations, on le rappelle, elles ne concernent que les agents qui participent directement à l'exercice, enfin à l'exécution de ce service public, donc aux seuls agents qui sont identifiés comme indispensables. Alors, la première de ces obligations, Sarah, c'est celle pour ces agents d'informer leur autorité territoriale de leur intention de participer à la grève dans un délai minimal de 48 heures, délai qui doit comprendre au moins un jour ouvré. Autre obligation, celle pour eux d'informer leur autorité de leur renonciation à rejoindre le mouvement ou de leur volonté de reprendre leur service avant la fin du mouvement dans un délai minimal, cette fois-ci de 24 heures. Lorsque l'autorité territoriale estime que l'exercice de ce droit de grève pourrait en fait bloquer la continuité du service public, elle peut décider d'imposer à l'agent d'exercer son droit de grève sur la totalité de ses services. Alors, tout manquement à l'une ou l'autre de ces obligations peut générer l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour l'agent, procédure qui peut déboucher par le prononcé d'une sanction disciplinaire. Vous voyez, les éléments du droit de grève sont quand même assez modifiés. Passons maintenant au triptyque sur la fin de fonction. Alors, concernant la fin de fonction, on va aborder trois thématiques, entre guillemets. On commencera par la rupture conventionnelle. Ensuite, on verra les nouvelles garanties qui sont apportées aux agents qui occupent des emplois de direction et dont la décharge de fonction est envisagée. Et puis, on verra les évolutions qui touchent les fonctionnaires momentanément privés d'emploi, les désormais fameux FMPE. Alors, commençons avec la rupture conventionnelle. La loi du 6 août est venue mettre en place, à titre d'expérimentation, un dispositif de rupture conventionnelle pour une durée de 6 ans, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2025. C'est un dispositif qui sera applicable aux fonctionnaires titulaires et aux agents contractuels, mais attention aux seuls agents qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. S'agissant justement de l'application de cette rupture conventionnelle aux fonctionnaires, tous les fonctionnaires ne sont pas visés, puisqu'en sont exclus les fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires qui sont admis à la retraite ou les fonctionnaires qui sont détachés en qualité d'agents contractuels. Au niveau de la forme de cette rupture conventionnelle, il faut noter qu'elle ne peut déjà résulter que d'un accord des deux parties. En aucun cas, elle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Et puis d'un point de vue purement matériel, ça se matérialisera par la signature d'une convention qui viendra définir les conditions de la rupture. Le projet de décret qu'on a pu se procurer concernant la procédure de rupture conventionnelle vient préciser d'ailleurs que la convention devra d'une part mentionner le montant de l'indemnité, Sophie va y revenir dans un instant. Elle va également devoir préciser la date de cessation définitive des fonctions, et puis le projet de décret précise également que cette convention devrait être établie selon un modèle qui sera fixé par voie d'arrêté. L'agent a également, durant la procédure de rupture conventionnelle, la possibilité de se faire assister par un conseiller qui sera désigné par une organisation syndicale représentative choisie par l'agent. Là encore, le projet de décret vient apporter des précisions sur la procédure en tant que telle, donc de rupture, il indique que préalablement à la signature de la convention, l'autorité territoriale et l'agent doivent se rencontrer à l'occasion d'un entretien préalable pour s'accorder sur le principe même de la rupture conventionnelle. C'est à l'occasion de cet entretien préalable que l'agent pourra se faire assister par ce fameux conseiller. Au niveau de l'indemnité, il est important de rappeler que la convention actant de la rupture conventionnelle doit prévoir le principe du versement d'une indemnité aux fonctionnaires.
Alors aujourd'hui, on en sait un petit peu plus sur cette notion d'indemnité, puisque un projet de décret relatif à l'indemnité spéciale de rupture conventionnelle est en cours de discussion. Aujourd'hui, on sait qu'il y aura un montant plancher et un montant plafond, que l'indemnité déterminée dans la Convention ne devra pas soit dépasser, soit être inférieure. Et on a un petit peu plus d'éléments sur la rémunération qui sert de base de calcul pour cette indemnité. Donc il s'agit de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent lors de l'année qui précède la date d'effet de la rupture conventionnelle. Également, dans cette rémunération, on prend en compte, hormis quelques éléments du régime indemnitaire ou quelques indemnités, on prend en compte le régime indemnitaire. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit. La loi de transformation de la fonction publique prévoit également un mécanisme de remboursement de cette indemnité si jamais l'agent est recruté en qualité d'agent public au sein soit de sa collectivité d'origine, soit d'un de ses établissements publics dans un délai de 6 ans suivant la rupture conventionnelle. Alors, deuxième thématique concernant la fin de fonction, on le disait tout à l'heure, la loi de transformation de la fonction publique est venue apporter des garanties supplémentaires aux agents qui occupent un emploi administratif de direction et pour lesquels une décharge de fonction est envisagée par l'autorité territoriale. Pour rappel, vous savez que l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 interdit à l'autorité territoriale de prononcer une décharge de fonction dans les 6 mois qui suivent soit la nomination de l'agent dans l'emploi, soit la désignation de l'exécutif. Néanmoins, bien souvent, dans ce délai, la décision de décharge, elle est déjà envisagée, voire déjà prise de manière officieuse. Donc, la loi est venue prévoir finalement que l'agent, pendant ce délai, devait bénéficier d'un accompagnement par sa collectivité dès lors que la décharge est envisagée. Pour pouvoir mettre en œuvre cet accompagnement, la loi permet d'une part à l'agent de rechercher une nouvelle affectation en mobilisant le cas échéant les moyens de la collectivité et pour cadrer, on va dire, tout cela, eh bien l'autorité territoriale a la possibilité de conclure avec l'agent un protocole qui va organiser la période de transition. Alors le protocole, il devra dans un premier temps prendre acte du principe de la fin de détachement sur l'emploi fonctionnel et il portera également sur un certain nombre d'éléments donc que sont les missions, la gestion du temps de travail, les moyens et la rémunération de l'agent qui occupe cet emploi, mais également ses obligations en matière de formation et de recherche d'un nouvel emploi. Et puis, le protocole viendra également préciser la manière dont l'autorité territoriale ou la collectivité au sens large du terme accompagnera et favorisera la mobilité de l'agent. Autre dernier élément en fait sur les fins de fonction, comme vous le disiez Sarah, les FMPE. C'est un peu l'acronyme qu'on voit fleurir partout maintenant. Donc ce sont les fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Alors la loi a voulu un petit peu modifier leur régime juridique puisque le but c'était d'encourager leur reprise d'activité mais également de les sortir du dispositif de prise en charge puisque c'est assez coûteux pour les collectivités. Alors, 2 axes ont été développés dans la loi. Le premier, ça concerne l'élargissement des possibilités de reclassement dans les 3 versants de la fonction publique, puisque le fonctionnaire pourra être reclassé dans l'une ou l'autre des fonctions publiques et non plus dans sa fonction publique d'origine. Le deuxième axe, c'est l'obligation pour l'agent d'élaborer avec le CDG et le CNFPT un projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l'emploi. Alors, ce projet personnalisé, il va porter sur les actions en matière d'orientation, d'évaluation, mais également de formation de l'agent, et il doit être élaboré dans un délai de 3 mois avant le début de la prise en charge. Alors, toujours dans un but de favoriser la sortie du dispositif de prise en charge, le législateur a réformé les règles de maintien et de dégressivité de la rémunération donc de ces fonctionnaires momentanément privés d'emploi. L'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyait donc avant la modification un maintien de la rémunération à 100% pendant une période de 2 ans. Ce maintien est aujourd'hui limité à une seule année. Vous allez également voir que les règles de dégressivité ont
largement évolué puisque jusqu'à présent, la rémunération était diminuée de 5% par an jusqu'à atteindre la 12e année un plancher, en deçà duquel cette dégressivité ne pouvait pas perdurer, donc un plancher de 50% de la rémunération. Aujourd'hui, les conditions de dégressivité sont renforcées, puisque la diminution se fera donc de 10% par an sur la rémunération. Et ce qui est important surtout, c'est qu'on supprime ce plancher en deçà duquel il ne pouvait plus y avoir de dégressivité. Ça a des conséquences sur la fin de la prise en charge, puisque avant la loi de transformation de la fonction publique, eh bien, il n'y avait pas de limite temporelle à la prise en charge des agents qui étaient donc pris en charge. Donc ça faisait peser, comme le disait Sophie tout à l'heure, une charge financière importante sur les épaules de la collectivité d'origine. Aujourd'hui, du fait de la suppression du plancher, eh bien, lorsque la dégressivité donc atteint 100% et aboutit donc à une rémunération nulle, eh bien, ça marque la fin de la prise en charge. Attention, ne sont pas concernés par ces nouveautés les fonctionnaires qui étaient déjà pris en charge à la date de publication de la loi, puisque pour eux, la loi du 6 août eh bien, organise des dispositions transitoires. Alors justement, sur toujours ces fonctionnaires momentanément privés d'emploi, là aussi, la loi est venue apporter des modifications, puisque désormais, le fonctionnaire sera soit licencié, soit radié d'office et admis à la retraite dans 3 cas. Lorsque, comme vous le disait Sarah, la prise en charge financière arrive à son terme, ou lorsque le fonctionnaire remplit pendant la période de prise en charge les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, ou lorsqu'il commet des manquements graves et répétés à ces obligations qui sont prévues par l'article 97. Alors ce dernier point n'est pas vraiment une nouveauté, puisque c'était déjà prévu par les textes. Donc on voit tous ces éléments relatifs à la fin de fonction qui sont quand même assez conséquents, mais la loi porte aussi des modifications, Sarah, sur la discipline. Alors effectivement, et tout d'abord, les premières modifications, elles concernent les sanctions. Le législateur a voulu harmoniser les sanctions disciplinaires dans les 3 versants de la fonction publique. C'est la raison notamment pour laquelle on voit apparaître aujourd'hui dans la fonction publique territoriale une nouvelle sanction qui est la sanction de radiation du tableau d'avancement. La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire lorsqu'une sanction des 2e ou des 3e groupes est prononcée. La loi du 6 août 2019 est également venue apporter des précisions sur les modalités d'application des sanctions d'abaissement d'échelon et de rétrogradation, en précisant que ça se fera respectivement à l'échelon et au grade immédiatement inférieur. Alors c'est important parce que cette précision, elle vient mettre, en ce qui concerne l'abaissement d'échelon, fin à une diversité de pratiques des autorités investies du pouvoir disciplinaire, l'abaissement d'échelon pouvant se faire dans pour certains agents de plusieurs échelons et non pas strictement à l'échelon inférieur. Pour la rétrogradation, ça ne fait que consacrer la position du juge administratif. Enfin, dernier élément concernant les sanctions, eh bien, la loi facilite aujourd'hui la révocation du sursis. La volonté est de renforcer finalement le caractère dissuasif et probatoire des exclusions temporaires de fonctions qui sont prononcées avec un sursis. Alors, la loi prévoit aussi de nouvelles garanties au bénéfice des fonctionnaires. La première, c'est la création d'un droit à l'effacement de la sanction du dossier du fonctionnaire lorsqu'il s'agit d'une sanction du 2e ou du 3e groupe. C'est vrai que si on se souvient, avant la loi du 6 août dernier, c'était déjà seulement une possibilité pour l'agent qui pouvait, une fois un délai de 10 ans à compter du prononcé de sa sanction, et faire une demande en fait à son administration qui allait voir si pendant cette période de 10 années le comportement général de l'agent était satisfaisant et aller soumettre cette demande au conseil de discipline pour avis. Aujourd'hui, on le voit, c'est considérablement allégé puisqu'il suffit que ce délai de 10 ans soit expiré et qu'aucune nouvelle sanction soit intervenue pendant ce délai. Dans ces cas-là, l'agent a le droit à l'effacement de la sanction de son dossier. Autre nouveauté, la création de la qualité de témoin assisté, puisque le fonctionnaire qui introduit une procédure disciplinaire,
s'il s'estime victime dans le cadre de cette procédure par l'agent poursuivi de fait de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral, il a la possibilité de se faire assister d'une tierce personne. Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur immédiate. Les instances de discipline sont également impactées par la loi du 6 août 2019, puisque en ce qui concerne le conseil de discipline, alors ça fait suite à la disparition des groupes hiérarchiques dans les commissions administratives paritaires, à la mesure où ce sont ces CAP qui siègent en conseil de discipline, eh bien, on voit de la même façon disparaître les groupes hiérarchiques dans chaque catégorie des conseils de discipline. Ça veut dire qu'un agent peut siéger et connaître des questions d'ordre disciplinaire de tous les agents qui relèvent de sa catégorie, même si c'est un agent d'un grade supérieur. La deuxième modification, eh bien, c'est la suppression du conseil de discipline de recours. Alors, cette modification est partie d'un constat fait par le gouvernement d'une procédure lourde et coûteuse et qui, bien souvent, ne faisait que retarder le moment où l'agent allait saisir le juge administratif. Bon, la suppression de cette instance de recours, bien entendu, ne prive pas l'agent des recours classiques, recours administratifs ou recours contentieux dont il dispose. Et il est important de noter que cette suppression ne concerne pas les recours qui sont formés ou qui, alors aujourd'hui, compte tenu des délais qui ne peuvent plus être formés, mais en tout cas qui ont pu être formés devant cette instance contre des sanctions disciplinaires intervenues avant la publication de la loi. Quatrième point de notre inventaire, il concerne le temps de travail. Les premières modifications relatives au temps de travail portent déjà sur l'harmonisation du régime des autorisations spéciales d'absence qui sont liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux, puisque désormais, ces autorisations se retrouvent à l'article 21 de la loi du 13 juillet 83, donc loi statutaire pour toutes les fonctions publiques, et non plus dans chacune des lois de chaque fonction publique. Alors un décret en Conseil d'État est attendu pour nous lister ces autorisations et également nous indiquer les conditions d'octroi, mais également indiquer quelles sont les autorisations qui seront de droit. Autre évolution, la création d'un droit légal pour la fonctionnaire qui allait son enfant de bénéficier d'un aménagement horaire, mais toutefois sous réserve des nécessités de service. Là encore, un décret en Conseil d'État est attendu pour nous préciser quelles sont les modalités d'octroi de ce droit. Deuxième évolution concernant le temps de travail, c'est l'obligation qui est faite aux collectivités et aux établissements publics locaux de se mettre en conformité au niveau de leur régime de temps de travail avec la durée légale du temps de travail de 1607 heures. Alors, cette obligation, elle résulte d'un constat qui a été fait d'une disparité, on va dire, des régimes de temps de travail et d'un temps de travail bien souvent inférieur à 1607 heures dans les collectivités qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur le temps de travail en 2001, avaient, par délibération, décidé de conserver le régime de temps de travail dérogatoire comme leur permettait la loi. Bon, ça aboutit, comme je vous le disais, effectivement bien souvent à un temps de travail inférieur à 1607 heures. Le législateur a voulu uniformiser ce temps de travail, donc les collectivités auront 1 an à compter du renouvellement de leur assemblée délibérante, donc pour les communes et les EPCI, ça nous mènera à mars 2021 pour se mettre en conformité et donc supprimer ces régimes dérogatoires. Attention, ça ne concerne pas les cycles particuliers qui peuvent être mis en place par délibération dans les collectivités pour les agents qui sont exposés à des sujétions spéciales comme le travail de nuit ou des emplois donc avec une pénibilité ou une dangerosité particulière.
5e point de notre inventaire, les évolutions relatives à la formation. La première de ces évolutions, c'est la possibilité pour le fonctionnaire qui, effectivement, dans le cadre d'un congé pour raison de santé, souhaite suivre une formation ou un bilan de compétences. Alors en fait, on vient un petit peu, là aussi, le législateur a décidé de consacrer quelque chose qui était déjà mis par la jurisprudence administrative. Il l'a quand même encadré, c'est sur la base du volontariat, donc la collectivité ne peut pas imposer à l'agent en congé pour raison de santé de suivre une formation ou un bilan de compétences, et avec l'accord, cela tombe sous le sens de son médecin traitant. Deuxième évolution qui ne va concerner que certains agents, la loi prévoit la possibilité d'une dispense totale ou partielle de la formation obligatoire d'intégration et de professionnalisation pour des agents qui sont nommés dans un cadre d'emploi de la police municipale à raison de leur expérience professionnelle antérieure. Donc les décrets portant statut particulier de ces différents cadres d'emploi de la police municipale seront modifiés en conséquence pour permettre notamment aux agents de la police nationale ou aux gendarmes de pouvoir être dispensés, d'être astreints à suivre cette formation. Il y a également eu des évolutions concernant le compte personnel de formation. La loi du 6 août donc 2019 est venue inscrire dans le statut, aujourd'hui, le principe de portabilité des droits qui ont été acquis au titre du compte personnel de formation en cas de mobilité d'un agent entre secteur public et secteur privé et réciproquement. Du coup, la loi instaure un mécanisme de conversion des droits acquis au titre du compte personnel de formation en euros ou en heures. Vous savez que les modalités d'acquisition, de comptabilisation des droits ne sont pas les mêmes dans le secteur privé et dans le secteur public. Donc, pour asseoir cette portabilité des droits en cas de mobilité entre les deux secteurs, il faut nécessairement effectivement prévoir ces modalités de conversion. C'est chose faite aujourd'hui dans les textes. Alors, autre évolution, Sarah, celle de la fixation justement du nombre plafond d'heures pouvant être utilisé pour alimenter ce compte personnel de formation. Avant la loi d'août dernier, ce plafond était fixé par la loi, justement, sur la formation. Désormais, ce sera un nombre maximal, d'heures maximales, qui sera fixé par décret. Autre évolution, celle de la possibilité de majorer les heures qui sont alimentées. Alors, c'est prévu pour 2 cas uniquement, pour les agents de catégorie C qui n'ont pas atteint un niveau de diplôme ou pour les agents dont le projet d'évolution vise à prévenir une situation d'inaptitude. On passe maintenant, après toutes ces évolutions relatives à la formation, au 6e point de notre inventaire, celui sur le cumul, Sarah. Alors, on va voir ça relativement rapidement. Les évolutions, elles concernent déjà la durée du temps partiel dont un fonctionnaire peut bénéficier pour créer ou reprendre une entreprise, puisqu'on passe de 2 à 3 ans, avec possibilité de renouvellement pour une année, ce qui nous mène à un droit de temps partiel de 4 ans maximum. Le rôle du référent déontologue est également renforcé sur les projets de création ou de reprise d'entreprise, puisqu'aujourd'hui l'autorité territoriale qui est saisie d'une demande de cumul à ce titre saisira pour avis sur la compatibilité de l'activité envisagée avec l'emploi occupé par l'agent le référent déontologue, et ce n'est qu'en cas de doute que la haute autorité pour la transparence de la vie publique sera saisie par l'autorité territoriale ou par l'agent lui-même. Alors justement, Sarah, sur cette haute autorité pour la transparence de la vie publique, là aussi il y a une évolution. Le législateur en fait a souhaité rendre plus lisibles les instances de contrôle et a tout simplement supprimé la commission de déontologie qui se voit absorbée par la haute autorité pour la transparence de la vie publique. En découle donc pour cette autorité une modification non seulement de sa composition mais également de ses compétences. 7e et avant-dernier point de notre présentation, ça concerne les évolutions qui ont touché les travailleurs handicapés. Alors, dans un souci déjà de lisibilité, le législateur est venu inscrire
dans le statut général, donc dans la loi du 13 juillet 83, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qu'on retrouvait jusqu'à présent dans l'ancienne partie législative du Code du travail, donc ce qui n'était effectivement pas très lisible. La loi de transformation de la fonction publique instaure également deux dispositifs expérimentaux. Le premier concerne la possibilité de titulariser des apprentis en situation de handicap, alors bien entendu dès lors quand même qu'ils remplissent des conditions d'aptitude professionnelle. Et le second dispositif expérimental, il concerne la promotion interne puisque le texte prévoit des conditions de détachement dérogatoires suivies d'intégration pour intégrer un cadre d'emploi supérieur. Alors bien entendu, ça ne concernera, on en traite dans cette partie qui leur est dédiée, exclusivement les fonctionnaires en situation de handicap. Alors le législateur a également prévu des mesures visant à favoriser l'égalité professionnelle pour les personnes en situation de handicap. La première mesure, c'est la consultation d'un référent déontologue. Ensuite, il a prévu la portabilité des aménagements du poste de travail. Donc, si l'agent, effectivement, change de poste de travail, les aménagements qui avaient été apportés sur son premier poste le suivront dans sa mutation ou son changement d'affectation. Également, une modification et une amélioration de ses conditions d'accès à la fonction publique et un développement du parcours professionnel. Alors, dernier point de notre liste à la Prévert de ces dernières modifications, les habilitations qui ont été prévues par la loi pour le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures législatives. Elles sont au nombre de 3. La conclusion d'accords négociés dans la fonction publique, les mesures qui sont relatives à la protection sociale complémentaire, aux instances médicales, aux congés de maladie et au temps partiel thérapeutique, et enfin pour la détermination d'une partie législative du Code de la fonction publique. Donc on souhaite bon courage au gouvernement pour toutes ces modifications par ordonnance. Voilà, on en a terminé de notre présentation, alors effectivement qui peut sembler un petit peu rébarbative, mais voilà, c'est du coup lié à la multitude des dispositions qui impactent la fonction publique territoriale. On a essayé d'être le plus complet et exhaustif possible. Alors, entamons donc les questions. Vous aviez parlé, dans le cadre de la rupture conventionnelle, d'un délai de 6 années pour reverser en fait l'indemnité. Comment une collectivité peut s'assurer que l'agent qu'elle recrute n'a pas bénéficié d'une rupture conventionnelle au cours de ces 6 dernières années? Alors, pour le moment, ce point est abordé plus dans le décret le projet de décret relatif à la procédure de rupture conventionnelle. Et c'est vrai qu'on nous précise que l'autorité territoriale peut, dans le cadre du recrutement de cet agent, solliciter de la part de l'agent la signature d'une attestation sur l'honneur, comme quoi ce dernier n'a pas fait l'objet, dans ces 6 années, d'une rupture conventionnelle. Quelles sont les conséquences, du coup, d'une rupture conventionnelle pour un fonctionnaire? Alors, le texte le dit clairement, la conséquence de la signature d'une convention de rupture conventionnelle, eh bien, c'est la radiation des cadres d'emploi et donc la perte de la qualité de fonctionnaire. Donc, c'est vraiment, ça aura des conséquences très importantes pour l'agent qui décide effectivement de proposer ou d'accéder à la proposition de rupture conventionnelle. C'est pour ça qu'en fait, il faut bien rappeler à l'agent aussi, dès qu'on engage cette procédure, je pense que c'est utile de lui rappeler quelles sont les conséquences pour lui, et qu'il ne pourra pas revenir comme ça dans la fonction publique avec le statut de fonctionnaire. Alors je crois, si ma mémoire ne me joue pas des tours, que dans le projet de décret sur la procédure de rupture conventionnelle, il me semble que l'agent bénéficie d'un droit de rétractation, mais à vérifier, mais il me semble avoir lu ça. Très bien. Est-ce qu'un fonctionnaire, d'ailleurs, peut cumuler une indemnité de rupture conventionnelle et une indemnité de départ volontaire? Alors, on a beaucoup de questions, a priori, sur la rupture conventionnelle. Le projet de décret qui concerne, cette fois non pas la procédure, mais l'indemnité de rupture conventionnelle, dans sa notice, prévoit effectivement l'abrogation
de l'indemnité de départ volontaire qui était prévue dans la fonction publique territoriale. Donc il n'y aurait pas de cumul du coup possible entre les deux. D'accord. Les obligations qui s'imposent aux agents dans le cadre de la mise en place d'un service minimum, dans le cadre du droit de grève, est-ce qu'elles s'appliquent dans toutes les communes ou uniquement dans les communes de plus de 10 000 habitants? Alors c'est vrai qu'avec Sarah et avec d'autres collègues du département qui interviennent également en fonction publique, on s'est beaucoup interrogé sur la rédaction de l'article 56 de la loi de transformation de la fonction publique, et donc l'article 7-2, puisque à un moment dans la rédaction du texte, on voit au grand 2, on nous dit que lorsqu'un préavis est déposé dans les conditions, et on nous renvoie à l'article du Code du travail relatif au droit de grève pour les collectivités territoriales, notamment celles qui ont plus de 10 000. Donc c'est vrai qu'on a eu une énorme interrogation à savoir est-ce que ce droit s'applique, enfin ce service minimum et son encadrement du droit de grève, est-ce qu'il s'appliquait pour toutes les collectivités, quel que soit leur nombre d'habitants, ou uniquement aux collectivités de plus de 10 000 habitants. Donc après réflexion et consensus entre nous, on s'est dit que l'intention derrière du législateur, c'était d'encadrer le droit de grève pour toutes les communes. Donc sous réserve de précisions ultérieures qui seraient apportées soit par une circulaire ou par un décret, pour nous à ce jour, le nouvel article 7-2 s'applique à toutes les collectivités de 0 à 100 000 habitants ou autres. Alors, ce qui du coup implique pour les collectivités, pour les communes de moins de 10 000 habitants, eh bien, d'imposer aux agents qui participent directement à l'exécution de ces services publics pour lesquels le droit de grève est encadré, de leur imposer de déposer justement un préavis. Alors, sauf, bien entendu, là on retombe sur les règles classiques, sauf si le préavis a été déposé au niveau national, puisque dans ce cas-là, même pour les communes de plus de 10 000 habitants, les agents auront la possibilité de faire grève en se fondant sur ce préavis déposé au niveau national, sans avoir à redéposer un préavis au niveau local. Mais en l'absence de préavis déposé au niveau national, ça implique pour les communes de moins de 10 000 habitants, effectivement, d'imposer le dépôt d'un préavis. Alors, petite précision sur justement le préavis national, hein, on le rappelle, le nouvel article 7-2 prévoit un délai de prévenance. Donc quand bien même on serait sur un préavis national et non pas local, et que du coup il n'y a pas besoin d'avoir un préavis local, ces agents ont quand même l'obligation d'informer dans un délai de 48 heures l'administration qu'ils vont faire grève. Une question sur les congés, enfin la suppression des congés extra-légaux. Est-ce que la loi vise la suppression de tous les congés extra-légaux? Qu'en est-il des congés pré-retraite qui impactent la durée du travail sur la vie professionnelle, mais pas la durée annuelle de travail? Du coup, c'est vrai qu'il faudrait, sur cette question, on va y répondre bien entendu. Il faudrait peut-être quelques précisions, parce que les congés pré-retraite, d'un point de vue purement statutaire, ce ne sont pas des congés qui sont prévus donc par la loi ou par le décret. Ce qui est certain, c'est que la volonté du législateur, c'est de toute façon d'uniformiser la durée du temps de travail, donc d'aboutir, quel que soit le nombre de congés, que ce soit par des avantages collectivement acquis ou autres, donc quel que soit le nombre de congés applicables dans la collectivité, il faut que les agents, qu'on aboutisse à un temps de travail annuel de 1607 heures. Est-ce qu'on a davantage de précisions sur le plancher ou le plafond de l'indemnité de rupture conventionnelle, par exemple les modalités de calcul? Alors sur le montant plancher et plafond, à ce jour, ils ne sont pas fixés dans le projet de décret relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Les modalités de calcul sont par contre déterminées par le texte. Alors on les a plus en tête, mais tout dépend en fait de l'ancienneté de l'agent. Ça va de 0 à 24 ans, avec effectivement une prise en compte de 1/10, 1/5 ou autre de la rémunération par année de l'agent. On va prendre peut-être une dernière question compte tenu de l'heure, et notamment compte tenu du contexte. L'obligation de déclaration de faire grève est-elle d'application directe? Est-ce qu'on peut l'envisager justement pour la journée du 5 décembre ou est-ce que son application est liée avec la mise en place d'un dispositif de continuité avec négociation syndicale?
Alors, la disposition, donc l'article 7-2 de la loi du 26 janvier 84 est d'application immédiate. Néanmoins, les conséquences liées à l'encadrement de la grève et notamment les obligations déclaratives des agents ne peut s'appliquer que dans l'hypothèse où vous avez déjà conclu un accord, enfin où il y a un accord qui a été déterminé pour notamment identifier le nombre d'agents indispensables pour assurer la continuité du service, etc. Donc il semble difficile de pouvoir effectivement le mettre en place d'ici le 5 décembre. Très bien, merci beaucoup Sophie et Sarah pour cette présentation très claire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les comptes rendus des 2 dernières webconférences sur votre espace client, donc dans le calendrier des WebActu, vous y trouverez donc les anciennes présentations, les replays et les questions-réponses. Et savoir juste que les questions-réponses de la dernière vont être liées avec celle-ci, donc nous ferons un seul et même document. Merci à tous. Nous nous retrouvons le mois prochain pour parler budget, et notamment donc concernant l'élaboration et l'adoption donc des budgets de 2020. Voilà, merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.